Consultante formatrice en communication, administration, organisation et secrétariat, Madame Kokoa Sylvie a à son actif plus de 30 années d'expérience de haut niveau au sein de grandes entreprises locales ou faisant partie des multinationales, groupe Bouygues, Iranov, etc. Elle a exercé durant plusieurs années en tant qu'assistante de DG et PDG au sein de ces organisations. Sylvie Kokoa est enfin la présidente fondatrice du réseau international des professionnels de l'assistanat et du secrétariat. Collaboration harmonieuse patron-secrétaire. C'est un sujet qui nous passionne. Il nous passionne à plus d'un titre. La collaboration patron-secrétaire, nous le savons, est presque imposée. Nous le disons parce que quand un patron est affecté dans un département, il trouve sur place son assistante. Le patron n'a pas demandé à travailler avec cette assistante. L'assistante non plus n'a pas souhaité travailler avec ce patron. Donc, un problème se pose, un problème de collaboration. Que faut-il faire? Nous constatons que les patrons ont quelques maladresses à travailler avec l'assistant parce que d'abord, ils ignorent le cursus, le vrai cursus de la secrétaire. En deux, ils ne savent pas comment utiliser les compétences de leur secrétaire. Et en trois, il se pose vraiment un problème d'entretien, de collaboration. Et du côté de la secrétaire aussi, nous constatons des lacunes parce qu'elle-même ne maîtrise pas bien les atouts de son métier. Donc, elle a des difficultés à travailler sur son propre rôle. Question ou problématique des tensions entre l'assistante et son patron. Et ce sont ces éléments qui vont nous amener ce matin à travailler. Nous comptons sur la collaboration, surtout des patrons. Dans sa version moderne, c'est-à-dire au temps du numérique, la secrétaire est devenue assistante partenaire du patron. Elle assure désormais des activités plus valorisantes de gestion administrative, de communication, de management et de développement personnel. Pour mesurer l'impact de cette collaboration, nous proposons 5 points. Redécouvrir l'évolution du métier de secrétaire, qui est la secrétaire elle-même, connaître et comprendre les attentes du patron, relever les termes du contrat d'une collaboration harmonieuse et enfin, travailler pour la secrétaire à l'excellence pour prendre le leadership du poste de travail. Telles sont les préoccupations sur lesquelles, ensemble, nous allons trouver des pistes de solutions. Quand on parle de collaboration, on parle de coopération. Quand on parle d'harmonie, on parle de synchronie. Quand on parle d'aptitude, on parle de connaissance, de talent. Quand il s'agit des techniques, on parle de habileté. Et quand on parle d'aptitude relationnelle, il faut entendre l'approche. Et enfin, le mot excellence nous renvoie à la perfection. Dans le chapitre 1, secrétaire, assistante, qui sommes-nous? Nous allons parler de l'évolution du métier. Quand on parle de l'évolution du métier, c'est de cerner les écarts et les enjeux par rapport aux référentiels métiers les plus récents. Il a démarré 3000 ans avant Jésus-Christ. Les ancêtres de la secrétaire sont les scribes. Les scribes étaient de la noblesse. Les scribes étaient aux côtés du pharaon. Le pharaon avait 2 personnages importants auprès de lui, le divin et le scribe. Donc, mesdames les secrétaires, vous venez d'une famille noble. 3000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, ce meuble, qui est très évocateur, était un meuble qui était utilisé par les rois d'alors. Et il se trouvait dans l'intimité du roi. Voyez, sa présentation extérieure est jolie. Ensuite, nous avons là des informations confidentielles qui sont cachées à l'intérieur. Et nous avons un abattant qui représente un appui sur lequel son utilisateur s'appuyait, si on peut le dire, pour pouvoir écrire. Donc, le meuble est très important
pour les rois passés. Ici, nous avons, du meuble, nous sommes passés à l'être humain. Le roi Louis XIV, qui ne savait ni lire ni écrire, avait son secrétaire, un homme qui savait lire, qui lisait ses documents, qui écrivait ses documents et qui gérait aussi sa fortune. Voilà, nous nous retrouvons à la Première Guerre mondiale. Et c'était la révolution industrielle. Les hommes étant partis au front, il a été demandé aux femmes d'intégrer le milieu professionnel. On a fait appel à la bourgeoisie féminine pour leur prestance. Et puis, la bourgeoisie féminine savait utiliser les doigts pour jouer du piano. Donc, ça tombait bien. On a fait appel à ces dames pour pouvoir utiliser les machines à écrire, le télès, les machines à calculer, etc. Ensuite, nous sommes arrivés au 21e siècle. Ici, la secrétaire était quand même éloignée de son patron parce qu'elle travaillait dans un pool dactylographie. Et là, vous voyez le rapprochement. Nous sommes devenus des assistants, des attachés de direction, mais toujours est-il que le mot noble réside dans nos veines. Maintenant, tout dépend de comment nous-mêmes nous appréhendons cette noblesse. Je vous remercie. Quelles sont les missions de la secrétaire? Le secrétariat est un poste clé dans la performance d'une organisation. Il convient à la secrétaire de connaître son environnement de travail, c'est-à-dire qui est son employeur, quel est l'organigramme, c'est-à-dire le lien hiérarchique et fonctionnel, et son rôle. Son rôle implique sa fiche de fonction. Nous constatons que dans certaines structures, il n'existe pas de fiche de fonction. Alors comment vous allez évaluer votre assistante si elle n'a pas de fiche de fonction? Nous continuons toujours avec les missions. Elle a 3 missions principales. La communication qui induit la communication orale et écrite, l'organisation avec la gestion de l'agenda du patron, les réunions, et puis la documentation, nous allons parler tout à l'heure de la gestion documentaire, donc la recherche des documents, et puis le classement et l'archivage électronique. Donc, en amont des décisions de la hiérarchie, c'est-à-dire que la secrétaire trie et filtre les informations, et en aval des décisions prises par la hiérarchie, une fois que les informations entrent dans le bureau du patron et que ces informations sortent, la secrétaire a le droit de faire appliquer toutes les décisions qui s'y rattachent. Donc, les secrétaires, vous êtes en amont et en aval des décisions. Quelles sont les aptitudes requises? Le métier de secrétaire étant pluridimensionnel, nous avons répertorié une dizaine de métiers dans seulement le métier de secrétaire. On est hôtesse, standardiste, ambassadrice, diplomate, psychologue, conseillère, gestionnaire, informaticienne, maîtresse de maison, traductrice, archiviste, et j'en passe. Et son exercice demande alors de développer un certain nombre de qualités. Quand vous êtes standardiste, vous avez le sens de l'écoute. Quand vous êtes diplomate, vous savez comment trouver les mots, ainsi de suite. Alors nous avons 7 qualités qu'il faut avoir: des aptitudes relationnelles, des aptitudes personnelles, des aptitudes intellectuelles, des qualités extérieures et des forces intérieures. Nous allons au chapitre 2, après avoir découvert le métier dans son entièreté. Maintenant, la secrétaire elle-même doit se découvrir. Qui est-elle? La motivation du choix du métier, mesdames, est-ce par dépit que vous avez choisi le métier? Est-ce par contrainte ou par passion? On ne les exerce pas de la même manière. Nous avons rencontré des secrétaires qui disent: madame, moi pendant 10 ans, je n'ai jamais aimé ce métier. Donc vous voyez, là, il y a un problème. On ne peut pas l'exercer de la même manière, comme si nous l'avions choisi délibérément. En 3, quelles sont vos compétences techniques? Votre savoir-faire, c'est-à-dire, vous avez des diplômes, maintenant sur le terrain, est-ce que vous pouvez mettre en application ce que vous avez appris? Et quand on parle de compétences, on parle de planification. Savez-vous planifier? Savez-vous organiser? Savez-vous communiquer? Comment vous prenez des décisions? Est-ce que vous êtes motivateur? Comment vous supervisez? Comment vous gérez votre temps? C'est cela, les compétences. C'est bien d'avoir des diplômes, mais il faut pouvoir les mettre en pratique. Nous parlons de compétences relationnelles ou savoir-être. Cela implique la culture, votre culture, d'où vous venez, l'éducation que vous avez reçue, et puis votre relation avec autrui. Souvent, cela pose problème sur le terrain. Cela pose un véritable problème quand on sait que le métier est un métier relationnel. Et d'ailleurs, les recruteurs
s'attarde beaucoup sur cet aspect, parce que si vous avez une secrétaire qui est vulgaire, qui n'a aucune personnalité, cela pose problème. Donc, est-ce que la secrétaire est sociable? Est-ce qu'elle s'adapte aux circonstances? Est-ce qu'elle est surtout courtoise? Est-ce qu'elle est diplomate, modeste, compréhensible, amicale, chaleureuse, enthousiaste? Mesdames, posez-vous ces questions qui sont très très importantes. Maintenant que nous avons découvert qui est la secrétaire, maintenant qui est le patron? Le patron est un personnage complexe. Le patron, il y a d'abord ses rôles. Nous avons déterminé 3 rôles, il y en a plus. Le patron est entrepreneur, le patron est gestionnaire et le patron est animateur. Donc, mesdames, vous devez savoir que tout cela appartient à votre patron. Il n'y a pas un élément qui se soustrait. Tout cela appartient. Après le rôle de patron, nous allons savoir comment on manage le patron. Vous devez savoir quel est le type de personnalité de votre patron et adapter votre conduite à ce patron. Ce n'est pas le patron qui s'adapte à vous, c'est vous qui vous adaptez à votre patron. Et ensuite, quel est son style de management? Nous savons que chaque direction, chaque département a ses objectifs spécifiques en dehors des objectifs globaux de l'entreprise. Donc, quels sont ses objectifs spécifiques? Quel est son style de management? À vous de déterminer et je dis de vous y adapter. Donc, son rôle, son type, son style et un dernier élément, les contraintes qui sont liées à votre patron, qu'il faut prendre en compte. Il y a des problèmes sociopolitiques, il y a l'influence des faits de société, de la conjoncture économique. Des fois, les secrétaires disent, mais mon patron, lui, il est politicien, il envoie tous ses discours ici, c'est moi qui dois taper cela. Oui, mesdames. Cela fait partie du personnage de votre patron. Et dans sa communauté, quelle est sa place dans sa région? Est-il le président des cadres de sa région, de son village, de son quartier? Tout cela est à prendre en compte. Et sa vie familiale, qu'il soit célibataire, marié ou veuf, cela a une influence sur son travail. Mesdames, tout cela doit être pris en compte. Et c'est ça, votre patron. Il n'y a pas un seul élément à retirer de sa vie. En remarque, nous disons que le personnage du patron est complexe. Sa vie professionnelle, sa vie politique, sa vie privée et sa vie familiale s'entremêlent. Il n'y a pas de choix à faire. Vous prenez le tout dans sa globalité. Il n'y a ni de bons ni de mauvais managers. Juste des personnalités différentes comme vous les secrétaires et vos patrons. Et des variétés de sa vie qui dépendent de sa fonction. La fonction qu'il occupe, de son histoire. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait des problèmes quand il est né? Est-ce qu'il était orphelin? Sa vie va jouer sur ça. Les valeurs qu'il incarne, est-ce que c'est quelqu'un d'intègre? Il faut les prendre en compte. Ses connaissances, c'est quelqu'un de très instruit? Il faut relever cela. Quelles sont ses motivations? Il est chef de service aujourd'hui, il veut devenir directeur demain. Donc il travaille à cela, vous devez l'accompagner. Et quelles sont les responsabilités qu'il occupe? Avant peut-être qu'il était directeur, il est devenu directeur général. Vous dites mais il a changé. Mais bien sûr, quand on passe du stade de directeur à directeur général, on ne peut plus être le même. Il y a des choses qu'on enlève, il y a des choses qu'on ajoute. Donc mesdames, tout cela constitue votre patron. Donc quelle que soit sa personnalité, nous devons du respect à notre patron, même si nous pensons qu'il n'est pas plus méritant que nous. Même si vous avez un PhD et que votre patron a peut-être une licence en droit et que par expérience, il est arrivé au sommet, vous lui devez du respect. Dans la 5e partie, comment collaborons-nous? Nous avons dit qu'il y a une problématique. Le patron n'a pas demandé à travailler avec l'assistante, l'assistant non plus n'a pas sollicité ce patron. Donc, comment faut-il travailler? Henry Ford, le constructeur automobile, disait, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, mais travailler ensemble est la réussite. Comment travaillons-nous ensemble? Chers patrons et chères assistantes, voilà 2 clés importantes pour votre collaboration. D'abord, il est exigé d'établir le contrat de base d'une collaboration harmonieuse en arrêtant les règles de jeu claires et nettes à responsabilité partagée. Il y a avec le patron et il y a aussi avec les autres acteurs de l'environnement professionnel. Avec le patron, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes affectés tous les deux ensemble, vous vous rencontrez et puis vous posez les bases. Confiance. Il faut partager les informations, même confidentielles,
par un point quotidien en début et en fin de journée. C'est-à-dire que le matin, la secrétaire, l'assistante arrive, elle relève tous les points de l'agenda de son patron, elle entre dans le bureau de son patron et elle lui rappelle son planning de la journée. À 8h, vous avez ceci, à 9h, à 10h, jusqu'à 18h. Et le patron peut apporter des modifications à ces informations. Et la question que vous ne posez pas, mesdames, souvent on est surprise quand on va dans les secrétariats, on demande, madame, votre patron, mais je ne sais même pas où il est parti, c'est lui là même, il ne reste pas tranquille, il était là tout à l'heure, je ne sais pas par où il est passé. Oui, vous le dites, mais ce n'est pas la faute, ne revient pas à votre patron, c'est vous, parce que vous êtes un peu la gardienne de votre patron. Si vous ne savez pas où il est, mais ce n'est pas le visiteur qui va vous répondre. Pourquoi vous ne savez pas? Mais parce que quand vous faites le point journalier, vous ne posez pas la question de savoir est-ce que vous avez pris d'autres rendez-vous pour lesquels je ne suis pas informé. Cette question est très importante. Et vous allez être surprise de savoir, aujourd'hui chacun a son portable cellulaire, donc il peut recevoir des coups de fil, même si le programme a été établi, mais nous avons toujours des rajouts. Donc il faut lui poser la question et il va vous dire, oui j'ai pris des rendez-vous, il y a un tel, et vous complétez votre agenda et vous vous retirez. Une fois que vous vous retirez, vous êtes à même de savoir dans la journée ce que fait votre patron. D'ailleurs, 5 minutes ou 10 minutes avant son prochain rendez-vous, c'est à vous de le lui rappeler pour ne pas qu'il soit en retard. Donc si vous vous étonnez de ne pas savoir où se trouve votre patron, il y a problème, mesdames. Et puis, le deuxième élément, la complicité. Vous mettez ensemble en place des codes et des modes de communication qui sont propres à vous deux. Imaginons par exemple que vous ayez un visiteur encombrant pour le patron. Par exemple, le patron peut dire madame, vous pouvez m'apporter une bouteille d'eau. Ça, c'est un code. Et vous saurez que ce visiteur-là, il faut le faire partie. Donc, dès que vous apportez de l'eau, et vous dites monsieur le directeur, s'il vous plaît, la réunion pour laquelle vous êtes convié a déjà commencé, on n'attend plus que vous. Et quand vous allez dire ça, le visiteur lui-même là, il sera le premier à dire ah bon, tu es à réunion, bon, je m'en vais. Et puis il s'en va. Donc il faut trouver ces codes et ces modes de communication personnalisés. Vous seuls les connaissez, pas les autres. Et puis la courtoisie. Il faut dire à votre patron, autant il mérite respect, autant vous aussi vous méritez respect. Donc ce n'est pas à sens unique. Et puis, les compétences, vous étalez vos compétences, vos diplômes, ce que vous avez eu comme formation. Lui aussi, il va s'exprimer sur ses connaissances. Et avec tous ces éléments, mesdames, vous pouvez commencer une bonne collaboration. C'est très important. C'est ce qui manque à vos rapports. Donc, je rappelle que le partage d'informations se fait le matin à l'arrivée et le soir. Malheureusement, le soir, vous partez sur la pointe des pieds. N'est-ce pas? Le soir, quand le patron est enfermé, on fait comme ça, et puis on est parti. Mais ce n'est pas bien, il faut toujours dire au revoir au patron, il faut faire le point le matin et le soir, vous serez plus efficace. Maintenant, avec les autres acteurs de l'environnement professionnel, il faut faire la même chose. Il n'y a pas que votre patron qui compte dans la structure. Il y a aussi l'équipe de cadres avec lesquels le patron travaille. Souvent, vous délaissez ces cadres-là et vous vous occupez seulement de votre patron. Et vous êtes étonné du jugement qu'on porte sur vous. Vous dites, ah, c'est mon patron qui me note, ce ne sont pas les autres. Mais non, ils ont le droit de travailler avec vous et surtout qui vous notent aussi. Ainsi que les clients, faites très attention aux clients parce que le client est notre raison de vivre. Et les secrétaires aussi. Oh, quel problème. Nous remarquons qu'à ce niveau, les secrétaires qui partagent le même bureau ont du mal à cohabiter. Problème de leadership, mauvaise organisation, jalousie, médisance, tension. La semaine dernière, nous avons donné une conférence dans un ministère et monsieur le ministre lui-même, il a dit, mesdames les secrétaires, vous pensez que nous ne sommes pas au courant de vos palabres? C'est parce que nous n'avons pas envie d'entrer dans les palabres des femmes. Donc, essayez de rétablir de l'ordre dans vos rapports entre collègues qui travaillaient, qui partageaient le même bureau. Donc, je vous envoie le même message. Faites très attention, rétablissez la confiance entre vous. C'est vrai, des conflits ou écarts de comportement peuvent survenir à cause de l'éducation divergente. Chacun est venu avec son éducation, avec ses formations.
Mais face à cela, sans rapport de force et dans l'humilité, sachant garder raison, en toutes circonstances, vous devez être une solution pour votre patron, ne soyez pas des problèmes. Et puis, en deuxième point, la mise en place et le copilotage des activités. Quand on a fini de se mettre d'accord sur le contrat, maintenant, quelles sont les activités que nous allons piloter ensemble? Le patron et l'assistante se mettent d'accord sur l'élaboration des procédures de gestion des activités constituant la fiche de poste ou le cahier des charges. L'accueil des visiteurs, comment cela se passe? L'agenda, le soutien aux réunions, est-ce qu'on participe aux réunions ou pas? Est-ce qu'on prépare les comptes rendus ou pas? Est-ce qu'on prépare les dossiers ou pas? Comment on s'évalue? La formation, gestion des carrières, tout cela doit être revu. Le dernier point, le leadership du secrétariat. Le leadership est l'art de diriger avec l'habileté d'obtenir la collaboration des autres. Mesdames, une secrétaire doit être un leader, un modèle. Par conséquent, l'assistante, par une équation personnelle, exercera sa fonction dans une optique de qualité globale. C'est-à-dire, en marge des activités classiques, elle doit se démarquer. Elle doit marquer, donner de son empreinte dans sa fonction, dans une optique de qualité globale et d'excellence. Aujourd'hui, on parle d'excellence. On ne parle plus de qualité de ce qui est bien, mais on parle d'excellence. Donc, excellence en ressources physiques, matérielles, humaines et intellectuelles innovantes. C'est-à-dire, quelle est votre valeur ajoutée pour vous distinguer dans la gestion des activités significatives afin de prendre le leadership de son poste? Ce sont la gestion du temps, comment vous gérez votre temps. Est-ce que vous anticipez? Est-ce que vous avez l'esprit critique et la prise d'initiative? Est-ce que vous êtes une force de proposition pour votre structure? Et enfin, comment vous effectuez votre développement personnel? Ça, ce sont des éléments nouveaux qui sont innovants. C'est sur là qu'on vous attend. Sur ces éléments qu'on vous attend. Allez au-delà de ce qui est classique et apporter une valeur ajoutée. En conclusion, nous disons pour l'assistante, suivre l'évolution de son métier, se connaître soi-même, maîtriser ses connaissances techniques et disposer des comportements relationnels très affinés facilite les rencontres. Et puis ce sont des facteurs qui permettent d'entretenir un climat de confiance et de sécurité avec tous les acteurs de son environnement professionnel. Mais plus encore donne à l'employeur une bonne image, une bonne notoriété, une bonne vente, un bon chiffre d'affaires et de gérer la concurrence. Mesdames, Messieurs, je vous laisse à vos réflexions. Faites le bilan à votre niveau. Je vous remercie. Merci à Mme Sylvie Kokoa. Dans l'exposé, elle a parlé de certains nombres de collaborateurs que la secrétaire avait. Je voulais qu'elle établisse un lien entre la secrétaire et les archivistes ou les archives. Tout à l'heure, vous avez parlé de conflits entre collaboratrices. Et j'aimerais savoir comment gérer ce genre de conflit, parce que ça existe vraiment. Dans son exposé, elle dit qu'il faut travailler de façon harmonieuse avec le patron. Mais est-ce qu'elle a pensé au cas de harcèlement? Parce que c'est un véritable problème. C'est vrai qu'il doit y avoir harmonie entre le patron et la secrétaire, mais est-ce qu'il n'y a pas de limite? Si le patron venait à dépasser ses limites, quelles sont les armes nécessaires qu'elle peut donner à la secrétaire pour régler le problème? Ils doivent travailler de pair parce que au niveau de la structure, là où j'ai travaillé, nous étions en étroite collaboration puisque vous savez que les documents ont une durée de vie, une certaine durée de vie. Et quand un document arrive à expiration concernant sa durée de vie au niveau du secrétariat et qu'il faut le transférer aux archives, il y a toute une organisation à mettre en place. Donc si la secrétaire elle-même ne sait pas organiser ces documents-là, c'est sûr qu'il y aura des problèmes pour la transmission de ces documents. Donc nous demandons aux secrétaires de bien archiver leurs documents. Et malheureusement, c'est un gros problème au niveau des secrétariats. Un très gros problème d'organisation pour ce qui concerne le classement.
Vous arrivez à les secrétariats, elles se disent que le placard est un foutoir, donc on y dépose tout, alors que cela n'est pas le cas. Je pense que comme nous sommes aujourd'hui à une formation où nous parlerons de la gestion électronique des documents, ce sera l'occasion pour les secrétaires de pouvoir s'informer et de réaménager leur classement. Madame Obu disait que les conflits sont réels au niveau des secrétaires entre elles, n'est-ce pas? Quelles sont les solutions pour y remédier? Je parlais tantôt de problème de leadership. Quand vous êtes deux dans un bureau, il va sentir qu'il y a une responsable et une seconde. Donc, les tâches sont normalement partagées. Quand le matin, celle qui est la principale fait le point avec le patron concernant la gestion de la journée, du planning de la journée, et qu'elle retourne à son poste, elle doit reverser les informations, du moins faire la même chose avec sa collègue. Donc les informations qu'elle a reçues du patron, elle vient les partager avec sa collègue. De telle sorte que les informations sont, il n'y a pas d'informations secrètes. Vous les partagez ensemble. Et il y a une fiche de poste pour chacune d'entre vous. Vous n'empiétez pas sur le travail l'une de l'autre, mais vous partagez les informations. Malheureusement, il se trouve que c'est des problèmes de femmes en général. De jalousie, elle est bien habillée, pourquoi c'est elle qui est la patronne et pas moi? Et il arrive, la semaine dernière, nous avons eu des cas pareils, il arrive des secrétaires qui partent en congé sans faire le point du travail à leurs collègues. Et le patron qui demande une information, ah, c'est pas moi qui gère ce dossier, monsieur, c'est ma collègue, mais elle n'est pas là. Mais enfin, est-ce que le patron a besoin de savoir que vous n'avez pas géré le dossier, que c'est celle qui est partie qui a géré? Et puis il faut mettre aussi de l'eau dans votre vin. Il faut vous calmer parce que entre vous-même, je ne sais pas, il y a des problèmes pour rien du tout. Voilà. C'est des palabres de femmes, ça existe depuis belle lurette. Mais essayez, là vous êtes dans un cadre purement professionnel, essayez d'être plus calme si vous êtes en seconde, parce que c'est sûr que celle qui est la responsable en fait souvent un peu trop. Elle en fait un peu trop, mais vous prenez tout votre calme et puis vous échangez. L'avantage que nous avons, c'est que s'il y a une qui est absente, il y a toujours quelqu'un pour assurer la continuité du travail. Alors que vous-même, vous savez que quand vous êtes seul dans votre bureau, il est difficile pour le patron de vous libérer. Donc il y a cet avantage qu'il faut apprécier. Et puis, s'il y a une qui a des compétences plus avérées que l'autre, on se forme auprès d'elle. Donc si vous faites des palabres, vous n'allez pas apprécier cette opportunité que la structure vous donne d'être ensemble. Donc c'est à vous de vous entendre et de faire taire votre ego pour le bien du patron d'abord et ensuite de l'entreprise. Madame Dao parle de harcèlement. Oui, le harcèlement existe, mais c'est dans les deux sens. Hein? D'accord. Quand on parle de harcèlement, il n'y a pas que les patrons qui harcèlent, mais vous, mesdames, dans votre habillement, vous avez la poitrine au dehors. Vous avez des fentes graves. Et vous avez une façon de vous faire qui attire l'homme de façon négative. Donc parfois vous avez votre part de responsabilité. C'est vrai que, je dis, il n'y a pas que les gens disent, mais les patrons et les secrétaires, souvent, ils sont en rapport. Mais il n'y a pas que les patrons et les secrétaires. Là où se trouvent des hommes et des femmes, existe ce phénomène. Que direz-vous des médecins et des infirmières? C'est partout pareil. Donc, ce sont des situations qui existent partout. Alors, la première démarche, c'est d'expliquer, d'être clair avec votre patron pour lui dire, vous comprenez peut-être son état de cœur, mais vraiment vous êtes désolé, il faut faire la différence entre le travail et les sentiments. Vous allez expliquer. Il y a des gens qui sont tenaces. Hein? Il revient à la charge. Vous en reparlez
peut-être 2, 3 fois. Alors, vous êtes clair avec lui, soit vous décidez de changer de service, soit vous changez de société. Vous me direz, mais pourquoi? Mais si on a envie de rester là, mais si vous restez là, que vous êtes agressé, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous êtes obligé aussi de rester à ce poste? Si vous n'avez pas envie de le dire aux ressources humaines, mais tout simplement, vous demandez à votre patron de vous libérer à ce poste-là, vous voulez être affecté ailleurs. C'est simple. Maintenant, si vous voulez aller à la DRH, bon, ça devient une affaire qui va prendre de l'ampleur. Donc, vous choisissez la formule qui vous sied. Ou bien, vous quittez le secrétariat, enfin son poste, vous allez ailleurs, mais vous avez la société est grande. Vous pouvez demander à aller ailleurs. Vous pouvez donner l'information secrètement à la DRH pour vous comprendre. Parce que sinon, elle ne comprendra pas pourquoi vous voulez quitter votre poste pour aller ailleurs. Mais à la DRH, certainement, vous pouvez vous exprimer, elle vous comprendra et puis elle va vous affecter à un autre poste. Mais je dis, il n'y a pas que le patron, vous-même aussi, remettez-vous en cause. On se connaît. J'ai exercé le métier pendant 35 ans. Moi, je n'ai pas été approché. Parce qu'il faut avoir une forte personnalité. C'est très important. Il faut avoir, quand on te regarde là, attention. Une fois que vous prenez le courrier, il y a quand même une décharge. Et quand on retourne la décharge, quand on donne la décharge au secrétaire, d'une manière générale, j'ai l'impression qu'elle ne prenne pas soin de bien la conserver. Et toutefois que leur patron leur demande la décharge, automatiquement, on court, on revient encore au service courrier. Pourtant, c'est une décharge qui a été déposée, pas comme ça, mais accompagnée même avec des registres. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est lorsque le patron, qui de son poste vous appelle directement pour dire « Monsieur X, j'ai besoin de vous ». Là, mais il faut courir, le patron qui a appelé. Mais s'il faut arriver, souvent on arrive et on oublie de dire à la secrétaire que j'ai été appelé par le patron. Lorsque vous sortez du bureau du patron, généralement nous sommes vraiment mal regardés par les secrétaires. Voilà. Donc je voudrais, quelle attitude il faut avoir? Si le patron qui m'a appelé, avant de rentrer, de rencontrer, je dois encore demander la permission à la secrétaire pour dire non, le patron m'a appelé, là je suis un peu perdu. L'accueil est très très important. Le visiteur qui arrive, mesdames, il ne vous demande pas si vous savez travailler sur Excel, Word, Publisher ou je ne sais quoi. La seule chose qu'il vous demande, c'est sa prise en charge pour les 2 minutes qu'il passe devant vous. C'est tout. Alors cet accueil personnalisé doit être très 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 important. 2 qualités. Si tu as ta fiche d'appel le matin des visites, il faut la déposer en bas, au service d'accueil. Maintenant, en dehors de cette fiche, il y a des visiteurs qui vont venir voir ton patron. Mais ce n'est pas à toi de les trier. Ce n'est pas à toi de dire, c'est fini, vous n'êtes pas sur la liste, revenez une autre fois. Il faut donner l'opportunité au patron de faire le choix, de savoir s'il les reçoit ou pas. Donc, si vous voyez quelqu'un à Hayon, quelqu'un habillé, je ne sais comment, vous n'avez pas le droit de rejeter cette personne. Demandez simplement à votre patron pour revenir à vous. Il suffisait simplement quelqu'un qui dit « je viens de la part du patron », mais enfin, il faut lui accorder un minimum de crédit. Donc, tout de suite, vous rentrez, il est le service courrier. Donc, il a le droit d'être appelé par tous les patrons. C'est ce qui est normal d'ailleurs. Mais à cause de vos carences, justement, parce qu'elles sont inefficaces à leur poste, qu'on vous sollicite. Sinon, si le travail est bien fait, mais pourquoi on vous chercherait? Donc ce sont elles qui sont en faute. Donc mesdames, s'il vous plaît, dès que quelqu'un se présente devant vous, ce n'est pas la peine de faire comme ça, oui, et puis vous ne voyez pas le visiteur. C'est plutôt à vous, dès que la personne franchit le seuil de votre porte, vous arrêtez tout, vous vous adressez à lui et vous l'invitez à entrer dans votre bureau. Oui, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez approcher. La personne se sent en confiance
vous arrêtez tout, vous lui dites qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, vous dites en quoi puis-je vous aider. Nous avons des modules pour ça. Et le visiteur se sentant en confiance, ça ne demande que 2 minutes. Et puis, vous les guiez, soit vous le filtrez, soit il rencontre le patron, et ainsi de suite. Donc, arrêtez d'être des gendarmes inutiles. Faites votre travail. Vous n'êtes pas compétente et vous mettez tout le monde dans le pot, et puis c'est la société qui prend un coup. S'il vous plaît, l'accueil est important. Merci, madame.